On y va? Alors, Là, il peut pas répondre, il veut pas se mêler. c'est un débat qui est très, j'allais dire, Épineux. pas épineux, mais il a été comment dire, politisé. C'est une polémique halachique. Alors, je vais vous dire, il y en a qui vont rien faire. Ils vont pas faire ni de Hallel, ils vont faire les Tahanoun, et pour eux, c'est rien du tout. C'est ceux qui croient que, en rien de cela, ce sont des extrémistes. Ceux-là, ils sont, bon, à mon humble avis, un peu à la masse, mais je vais expliquer pourquoi ils pensent ça. Il faut comprendre. Parce que il y a un passouk qui dit comme ça. Bon, je vais pas rentrer dans tous les versets et tout ça, mais c'est un passouk dans Shir HaShirim. J'ba'ati etrem benot Yerushalayim teiru et todi atagidulu, etc. Où le bon Dieu nous fait un jeu, un serment, que avant la fin des temps, avant que lui-même envoie Mashiach nous sauver, eh ben, il ne faut pas forcer le destin. On attend. Et selon ça, ils disent que d'aller contre, entre guillemets, pour eux, c'est contre le bon Dieu, parce que tant qu'il nous a pas envoyé le Mashiach qui nous ramène en terre, eh ben, on n'a pas. Mais ça a été, c'est une minorité, comme j'ai dit, une extrême minorité. Il n'y a pas de. Mais dans tous les cas, je pense que la minimum des choses, c'est d'être reconnaissant envers Hachem, d'avoir une patrie, d'avoir une maison. Et même si on habite au Canada, même si on habite en France, même si on sait que le Ham Israël, il a sa terre. On sait que l'Am Israël, on a où être. On est chez nous, entre guillemets. Certainement que c'est ce qu'on appelle Athala di Géoula. C'est le début de la Géoula. Parce que ce n'est pas la fin. On attend le Mashiach, on attend que le Beth Amikdash, on attend soit reconstruit, on attend que la Shekhinah revienne. Et il y a énormément de choses qui ne sont pas selon les règles de l'art, qui ne sont pas faites selon les règles de l'art. Encore. Mais il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant à Kadosh Baruch Hu. Et aujourd'hui, j'ai vu encore avec les élèves, on a l'occasion de projeter quelques vidéos sur la guerre sur les guerres qui sont déroulées, la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour. Et je suis, quand je vois les miracles, mais c'est incroyable, j'arrive même pas à capter. Vous qui avez pu connaître peut-être ces guerres, c'est exceptionnel. Quand je dis exceptionnel, j'ai une vidéo que je pourrais vous envoyer qui retrace un peu comment ça s'est passé. C'était en 67, si je ne m'abuse. Dites-moi si je me trompe. Comment ils vont attaquer, ils vont conquérir, que ça soit le plateau du Golan, ou ça soit, bref, toutes les terres qu'on est parti récupérer. Mais en quelques heures, ils ont fait l'attaque, je crois que c'était Shechem. À 6 heures, ils sont rentrés à 6h30. C'était conquis. C'est incroyable. C'est au-delà de la normale. Faut comprendre, faut se remettre dans le contexte. On parle d'un peuple, 2000 ans. Ça n'existe pas dans l'histoire du monde, une chose pareille. C'est-à-dire que ça n'existe pas un peuple qui a été exilé de sa terre et qui a retrouvé sa terre 2000 ans après. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. D'accord? Dans tous les encyclopédies du monde, vous pouvez aller chercher. Ça n'a jamais existé, une chose pareille. Le Ham Israël retrouve sa terre et contre toutes les attentes, parce que quand vous retrouvez un peu, j'ai lu un peu des témoignages, et ils sont venus avec Monsieur El Haddad à raconter que son papa, vous connaissez Monsieur Saadi El Haddad, j'imagine, Saadi il a raconté que son papa, ils habitaient Fès, et qu'à 18 ans, il a dit à sa mère, moi je veux aller combattre pour. Et ils avaient raconté qu'ils n'avaient même pas, ils n'avaient même pas de canon, ils n'avaient même pas d'avion. Et que les canons, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient des styles de tuyaux. Et il y avait une dizaine de tuyaux comme ça, un canon, un vrai canon, 10 faux tuyaux, et un vrai canon. Et ils envoyaient, c'est comme ça que c'était les Jordaniens, je crois, qui étaient dirigés par les Anglais, parce que c'était les forces anglaises.
qui les dirigeait, qui les aidait, enfin, qui leur montrait comment faire la guerre, l'art de la guerre. Et bon, des miracles exceptionnels. Après, il y avait la guerre de Kippour. La guerre de Kippour, Aïtachen, comment c'est passé? Donc, tout ça, il faut remercier Kadosh Baruch Hu. Chacun par sa manière. Mais les rabbinim, à l'époque de l'État d'Israël, je crois que c'était Rav Kook, après, il y avait aussi plusieurs rabbinim. Il faudra aller voir ça là-bas. Aaron, please. Et, et, euh, et ils ont été métaken, ils ont institué de faire, de pas faire de pas faire tachanoun, de faire le Hallel. Donc chacun selon son minag. Moi je vous dis, le Rav Yosef, il dit de faire, mais sans la beracha, parce qu'il n'y a pas eu de takana des chachamim de la faire. Donc, mais dans tous les cas, je pense que c'est la même chose. L'idée, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. Et ben, mettre, c'est dans sa mida, c'est pas des problèmes Hallel, pas Hallel, tachanoun, pas tachanoun. Si chacun peut, dans ses mots, dire à Hachem, merci, merci. Chacun par rapport à ce que Eretz Israël lui a apporté en tant qu'individu et en tant que clan Israël. Il y a des chivot, du limut Torah, de la nourriture cachère, tous en sécurité. Le tzal qui n'était rien, qui n'était que quelques factions de milices, j'allais dire, d'accord, de soldats. C'est même pas des soldats, c'est même pas une armée. De la Haganah, c'est devenu Tseva Haganah d'Israël, où c'est la quatrième armée la plus puissante au monde, si je ne me trompe pas. Et c'est quoi ça? Si ça, c'est pas un miracle, c'est Bono Shaolam. Israël, c'est un petit rocher de 20 000, d'une petite terre de 20 000 mètres carrés, 20 000 kilomètres carrés, si je ne me trompe pas. Mais, non, 20 000 mètres. Comment c'est quoi la dimension d'Eretz-Israël? Faut que je, et tout petit, tout petit. Partout, on parle que d'Eretz-Israël. Partout, Eretz-Israël, Eretz-Israël, Eretz-Israël. Donc, ça nous montre la particularité. Et comme il y a un passage qui dit, les yeux d'Akadosh Baruch Hu seront toujours sur Eretz-Israël du début de l'année jusqu'à la fin. Palkino chez les Melech. Palkino chez les Melech, ça veut dire quoi? C'est le palais du roi. Et encore plus, on a une plus grande responsabilité vis-à-vis de Torah et Mitzvot en Eretz-Israël. Pourquoi? Parce que lorsque tu es devant le roi, dans son palais, tu dois faire très attention de ne pas le manquer de respect, sinon ça peut être considéré comme un geste de lèse-majesté. Sur ça, on dit qu'un des simanim que la terre d'Israël, que c'est le début de la Géoula, c'est que pendant 2000 ans, la terre d'Israël était aride, sèche, lorsque le Ham Israël a quitté. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la pauvreté, il y avait la famine avant la avant le, comment on appelle ça, avant la Kama de la Médina, avant la Tzmaout, avant l'indépendance de l'État d'Israël. Et tout d'un coup, le sud qui commence à fleurir, la terre commence à fleurir entièrement. Ça, c'est un des plus grands signes plus grands signes qu'Akadosh Baruch Hu, que la terre d'Israël attendait ses enfants. Et que ses enfants et personne d'autre. Bon, ça, c'est le Nyan. Il faut remercier, on est encore reconnaissant, le Dieu, on le répète, merci à Kadosh Baruch Hu de cette terre, et que tu avais promis à Abraham, Isaac et Jacob. Il nous a donné l'opportunité de revenir. Et maintenant, il faut terminer la job. Il faut que Beth Amikdash redescende et Mashiach vienne. Alors, c'est tout. Bezat Hashem, qu'Hashem nous envoie Mashiach. Rabbi, Oui. si dans les temps messianiques, quand Mashiach revient et reconstruit le Beth Amikdash, est-ce que les rites du Beth Amikdash seront les mêmes que dans le passé? Normalement. C'est-à-dire les sacrifices et tout? Normalement. Le sacrifice, normalement. Mais par contre, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont différer. Parce que beaucoup de sacrifices sont pour les fautes. Alors, quelles seront vraiment les fautes à cette époque? Non, non, je me trompe pas, oui. En tout cas, la Torah, l'otishtane bishum zman chas v'shalom. La Torah ne va jamais se changer, donc ça fait partie de la Torah. C'est korbanot, c'est mitzvot, du sacrifice. Les sacrifices, c'est de tout ce qui est le rituel Et, c'est-à-dire qu'on immolera encore 2 agneaux de 7 ans, un bœuf, etc. Ça dépend, oui, selon les rites. Normalement, tout à fait. Beth Amikdash, ben, c'est ça l'idée. Oui, les misbach vont revenir, on va voir les corbanotes qui vont revenir. Normalement, c'est ça qui va se passer, Bezat Hashem Barach, avec l'aide de Dieu. Mais, sauf que là, on va tout comprendre.
Tout va être plus clair. Tout va être plus clair. Pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire ça. Plus de voile. Tout est clair. Le Mashiach C'est bien va ça. tout nous expliquer. Comment? C'est bien ça, plus de voile. Sans faire de jeu de mots. Mais Et au vas-y. contraire, la Tinus Est-ce va que- revenir. Est-ce que On va tu peux te rappeler du passouk peut-être? J'avais entendu le Rav Zikler, Zichrono Libracha, qui avait parlé du mot tashuvu, voulant dire la valeur numérique de 5708, et que donc la Torah aurait prévu le retour, ou plutôt la création de l'État d'Israël en 1948 de notre ère. 5708, ça correspond à 1948. Est-ce que tu te souviens du passouk qui dit peut-être Tashuvu Ishel Achuzato, oui, un quelque passage chose qui dit comme que ça. tout le monde reviendra sur sa terre. Ouais. Mais il y a énormément, écrit comme ça, je vais vous dire. Déjà, Baruch Haba, tout le monde, Rabbi Marco, Rabbi Eliaou, Baruch Hanimtza. et tous ceux que j'ai dit à tout le monde Baruch Haba, et à moi. Bon, en tout cas, alors, Monsieur Antébi, on est au cabinet. Attends. Bon, en tout cas, alors Tachles, Non, je suis à la maison. Ah, Hazak. Parce que je vois les beaux diplômes, là. C'est beau, Ouais, ça. le bureau, c'est rare que je me mette sur le... Hazak. Alors, mais justement, on aura besoin de votre expertise, monsieur Antébi, pour quelques points qu'on va parler, là, dans la Gemara, dans quelques minutes. Et j'aurais besoin d'avoir votre expertise, Bezat Hashem Beneder. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de dates. La Gemara dit comme ça, que soit desséché, je traduis littéralement, les os de ceux qui comptent les fins. J'explique. Ceux qui disent le Mashiach va venir en cette date, c'est la date du Mashiach, c'est tout, c'est pas bon ça. Pourquoi? Parce que parfois tu mets de l'espoir au sein du Ham Israël, on s'attend à cette date, on est sûr, il vient pas. Donc en fin de compte, après on désespère. Alors le Mashiach il va pas venir, il ne va jamais venir. Et ça fait partie de notre émouna que Anima Amin Be'emouna Shlema, que Yavo Melech HaMashiach, que le roi d'Israël va venir, et même s'il prend, il prend son temps, si on peut dire, et ben dans ce cas-ci, ce qui va se passer, et ben je l'attendrai tous les jours. Maintenant, alors vous allez me dire, c'est comme ça, on va voir qu'il y a des rachis, il y a des malbim, il y a des grands commentaires, pas des genoux, qui ont donné des dates. Quand est-ce que Mashiach viendra? Il y en avait même une date, je crois que c'est le Malbim qui a donné, je crois que ça revenait, il faut revoir, 1917. 1917, c'était Balfour. Il y en avait d'autres dates. Rachid a donné d'autres dates, il faut voir, dans la prophétie de Daniel. Parce que dans la prophétie de Daniel, il y a là-bas des allusions quand est-ce que viendra Mashiach. Au point où la Gemara, dans le traité Megillah, page 3, folio A, dit que Daniel n'a pas été traduit par le Yonatan Ben Uziel, par le rabbi Yonatan Ben Uziel n'a pas été traduit. Vous savez que toute la Torah et toute la Bible a été traduite par Onkelos en araméen et aussi par Rabbi Yonatan Ben Uziel qui est enterré à Hamouka. Rabbi Yonatan Ben Uziel a donné, c'est pas simplement une traduction littérale, mais des sodotes, secrets exceptionnels dans les versets. Vous pouvez voir les versets, il y a énormément de secrets sur chaque verset. Et dans la Bible et dans les prophéties, il y a énormément de choses exceptionnelles là-bas où il va donner des secrets. Par contre, Daniel, le bon Dieu ne lui a pas donné, ne lui a pas laissé l'opportunité de le traduire. Pourquoi? Parce que sinon, il aurait donné la date du Mashiach avec les secrets de la traduction, j'allais dire, selon la mystique de la Torah et l'explication du livre de Daniel. Alors, vous allez me dire, attends, comment ils ont donné des dates si on ne peut pas donner de dates? Réponse, ils ont donné des dates qui sont ce qu'on appelle plausibles, possibilité que le Mashiach arrive, pas obligatoirement. Mais il y a des moments propices, comme la Gemara, je crois, dans Sota, qui dit qu'il y a des moments propices où le Messie peut venir. Par exemple, à la fin de la Chévite, de la 7e année, de la Shemitah. Est-ce que je pense, si je ne me trompe pas, que l'année prochaine, on va être Shemitah, vous le savez? On va être Shemitah. La Mashiach peut-être va venir, peut-être peut venir demain, il peut venir après-demain, I don't know. Imaginez, la Mashiach, il vient. Aïe, quel kiff. Si on peut avoir le mérite d'être dans cette génération, de voir Mashiach qui se tient nous. Aïe. En tout cas. Exactement. Quel Baruch Rabba.
Et c'est, en tout cas, j'en ai la chair de poule juste d'en parler. Et on va voir, il va nous répondre à tellement de questions. Ça va être personne d'une, comme on l'a lu dans le prophète Isaïe, où il va pas s'arrêter à la vision de l'œil pour juger. Il va aller bien plus loin que ça. Et il va voir des choses exceptionnelles au point où il va nous donner les réponses à toutes les questions. Chaque fois, dans le Talmud, lorsqu'on a un problème, on n'a pas de réponse, on dit Teko. C'est quoi Teko? Tashbi, Taretz, Kushot ou Bayot. Tashbi, c'est-à-dire le Navi va annoncer la venue du Mashiach, que le Mashiach va nous donner la réponse à nos questions. Mashiach va avoir, ça va être celui qui va avoir toute la science de la Torah en lui. Tout. Il va faire partie, selon, si je ne me trompe pas, le roi Chaim, etc. C'est qu'il va faire l'Eshama de David Améler, certainement, le roi David. L'Eshama aussi de Moïse, Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a un passage qui dit dans Malachie, dans le dernier des prophètes, Zichou Torah de Moshe Avdi. Il faut se souvenir de la Torah de Moshe Rabbeinu à la fin, de la Torah à la fin des temps. C'est ça qui va avoir un réveil. Et vous voyez, dans le même Israël, il y a un réveil exceptionnel vers la Torah, exceptionnel. Miyuchad, que ce soit qui auraient cru? On croyait que Zoom, quand ils ont créé Zoom, l'application, ils ont pensé au shiurim de Torah, de Gemara, etc. Je pense pas. En tout cas, ben voilà ce que ça a donné. Baruch Hashem. Donc tout converge pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais reprendre un peu la game. Je voulais faire un peu d'aparacha, mais bon, je voudrais quand même avancer la Gemara. On a pas mal de choses à rattraper. Le Shabbat, on va avoir l'occasion 3/4 d'heure avant Mincha. Pour celui qui est intéressé à venir, on partagera un peu des livrets Torah, du Limoud, on va débattre un peu de Torah. Donc, je vous invite, pour ceux qui veulent venir, à 5h45. On pourra étudier un peu plus en détail, que ce soit la paracha ou même des Pirkei Avot. C'est ça l'idée. Maintenant, je vais quand même, on va passer à un nouveau sujet. On est toujours dans les problèmes, j'allais dire, de l'hygiène du corps. Par contre, j'ai pas sauté, je l'ai avancé moi, mais je voulais pas le rentrer dans les détails de ça. C'est un peu complexe et compliqué, mais quand même une notion, je voudrais parler d'une notion avant de continuer. La Gemara, là, elle va, elle va arriver à un moment où il va y avoir une marloquette en Bet Shammai et Bet Hillel quant à la manière comment est-ce que je peux rentrer avec les téfilines dans quel genre de toilette, etc. Je vais pas rentrer dans tous les détails. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une notion qui s'appelle, je vais vous lire ce que la Gemara a dit, d'accord? J'espère être clair. Et vous me dites si c'est OK. La Gemara va dire que on pourrait croire, apparemment, à un stade en tout cas, je vous ai dit qu'il y a deux genres de toilettes. Il y a une toilette qui est cavoua, qui est fixe, une toilette qui est, c'est quoi fixe? C'est-à-dire qu'on a déjà eu là-bas, on a déjà fait la toilette, nos besoins. Donc, on ne peut pas faire entrer les fils là-bas, mais on a vu que d'une certaine manière, on aurait le droit de les enlever, les mettre dans notre main pour pas que les rats les mangent ou qu'une dame le prend et les vole et nous fasse du chantage. On a vu tout ça. Et apparemment, on avait dit que celui qui a uriné dans un toilette qui n'était pas un toilette, juste un champ, ça ne fait pas de lui un vrai toilette. Et on va voir qu'il y a un avis qui penserait qu'on peut pas rentrer dans un toilette pour uriner, avec les téfilines, pour uriner. Alors que l'urine, c'est bien plus light que les besoins. Et on va voir que les besoins, apparemment, ça va être permis. Et pour uriner, on pourra pas rentrer du tout avec les téfilines. Pourquoi? Et la Gemara va essayer de dire qu'il y a une différence, bien que c'est plus light, mais une différence entre quelqu'un qui s'assoit pour faire ses besoins, et là, à ce moment-là, il va et faire ses grands besoins et uriner, qu'une personne qui va être debout pour uriner. Parce qu'on craint ce qu'on appelle les nitzotzot. Traduction des nitzotzot, c'est des gouttelettes. Je vais expliquer c'est quoi. Personne qui qui va aux toilettes, d'accord, qui se tient debout, c'est possible qu'il y a parfois des gouttelettes d'urine qui tombent et qu'il n'y a pas une bonne, j'allais dire un bon flux, et qui tombent sur ses chaussures ou sur ses, ou sur, ou sur, et sur ses habits, et donc il va être sale, vraiment, lui il va avoir de la saleté sur lui, et donc c'est pour ça qu'il peut pas rentrer avec les téfilines là-bas. Tandis qu'une personne qui s'assoit, qui fait ses besoins, et bien à ce moment-là il fait pipi, et ben il n'y a pas de gouttelettes qui partent, tout va, c'est plus facile, d'accord? Quand quelqu'un fait pipi assis, ça se dégage même plus facilement que debout, d'accord? Maintenant, pourquoi je parle de ça, de ces gouttelettes? Il faut savoir que c'est clair à la fin qu'une personne qui a des gouttelettes, il faut s'essuyer. Si c'est tombé sur ses chaussures, tu sais, il faut essuyer tout ça. Et comment elle explique, c'est quoi cette notion de, c'est quoi le problème des gouttelettes? Il y a un problème, ce qu'on appelle, et là j'ai besoin de Béléou,
c'est que une personne, pourquoi elle doit s'essuyer de ce genre de choses? Et parce qu'on on risque après de la soupçonner qu'elle est kutifra. Kutifra, c'est qu'elle est, dites-moi si je me trompe pas, le haut du pénis, je crois que ça s'appelle la verge, je crois que c'est ça, qu'on craint Ouais. qu'elle est sectionnée. Et donc, il n'a pas un bon flux. Et une personne qui a la Le verge prépuce. sectionnée, le Le prépuce. prépuce, c'est pas la verge? La verge, c'est tout l'organe. Ok. Le gland, c'est le bout. Ah, le gland, c'est le bout. Tachlès. Après, la petite couronne, là, comment on appelle ça? Donc, depuis cette couronne, comme on écrit dans la Tara, si c'est coupé ça, alors il y a deux, c'est dans le livre de Devarim, il y a deux, il est écrit comme ça. Petsua daka au kotifra, lo yavo bikalachem. Une personne qui a les testicules broyés, d'accord, qui n'a plus, qui sont pas, il a eu un accident, ou qui a eu donc la verge coupée, le gland coupé, et donc il ne peut pas se marier avec une bâtisserelle normale. Vous savez que cet homme-là ne peut pas se marier avec une bâtisserelle. Lo yavo bikalachem, même si c'est un juif, à moins qu'il soit né comme ça, que ce soit un défaut de naissance, d'accord. Mais s'il a eu ça, il ne peut pas se marier. Et pourquoi? Parce que normalement, il ne peut pas avoir d'enfant. Parce que le flux du sperme n'y va pas. Il a pas de G. Moi, si je me trompe, Rabbi Eliaou, si c'est comme ça, en tout cas, c'est ce que la halakha nous dit, dans le Shulchan Aruch. C'est bon, Il a ça. pas de G, il y a plusieurs raisons de ne pas avoir de G, mais c'est vrai que si le gland est sectionné, il peut pas, ne pas avoir un G adéquat au niveau C'est ça. de. Alors, il y a d'autres raisons. Le Shulchan Aruch, le Maïmonide aussi l'amène, il y a d'autres raisons de comment ça peut se passer. Et il écrit là-bas aussi le Sifri. J'ai bien aimé dans le Midrash, il écrit, il dit, il faut voir tout ça dans le livre des médecins. En tout cas, c'est intéressant de voir là, dans l'Eurofilm, voir on parle du Midrash. Bon, en tout cas, une personne comme ça, alors on craint que le gars, il a 10 gosses. On dit, attends, ces gosses, c'est pas ses gosses alors. Ils doivent être tous des bâtards. Comment c'est possible? Si on voit qu'il a plein de gouttelettes sur lui, c'est-à-dire que son pépi n'est pas normal. Et si son pépi c'est pas normal, ça veut dire qu'il doit avoir un problème là-bas. S'il a un problème dans son D'après mon urologue, s'il y a comme des gouttelettes, il faut examiner la prostate. Eh ben, Hazak, la vérité, on va faire un chiot de prostate ce soir. Et de ça, mais en tout cas, l'idée, c'est que quoi? C'est qu'on craint qu'on va soupçonner cette personne de ne pas avoir un organe normal. Et s'il n'y a pas d'organe normal, on va dire, alors comment ça se fait qu'il n'a pas pu avoir d'enfants? C'est qui tous ces enfants de sa femme? Ah, mais c'est pas ses enfants. Donc, c'est pour ça que l'homme doit s'enlever de toute soupçon. Ça, c'est juste une parenthèse pour parler de ce principe-là, pour voir comment il y a énormément de choses. Là, je réfléchis, c'est bon, on va étudier des choses qui sont pas compliquées, qui sont assez claires, faciles. Après, on va rentrer dans les détails assez intéressants, pas de tabou. Ok, ça va. On avance. Tanoura banane, vous allez voir. Tanoura banane, nos sages nous enseignent. Que je crains qu'il y en ait qui écarquent les yeux, mais c'est pas grave. On avance. Tanoura banane, nos sages nous enseignent. À roter les canesses, les soudat keva. Celui qui désire prendre un repas keva, fixe. Le gars, il veut manger un vrai repas, ok? Il va entrer donc à la salle à manger pour manger. Et il veut se soulager avant. Il a un peu, il va bien, il a mal au ventre, il sent qu'il a besoin. Il ne doit pas rentrer comme ça et manger comme ça dans cette situation. Il faut d'abord qu'il aille aux toilettes. Pourquoi? J'ai d'expliquer que c'est pas dans le savoir, j'allais dire savoir vivre, d'accord, que tu es en plein repas avec du monde, tu te lèves, tu vas une demi-heure aux toilettes, 3/4 d'heure aux toilettes. Ça se passe, c'est gnaïolo. Alors, vaut mieux que tu ailles te vider si tu le peux, à moins que tu aies un problème. Tu ailles te vider, te soulager. Alors, la Gemara, elle demande comment faire ça. La Gemara te donne des idées. Tu dois marcher sur une distance de 4 amot à 10 reprises. Tu marches, tu t'assois, tu marches, tu t'assois, tu marches, tu t'assois. Ça va aider que les selles vont vers le bas du tube digestif et tu pourras après aller aux toilettes. Ou la Gemara a dit d'une autre manière, ou 4 fois 10 amot, ou 10 fois 4 amot, ou 4 fois 10 amot, et de cette manière, ça t'aidera à te soulager, aller aux toilettes, et après tu rentreras. Et maintenant, on va parler des tefilin. Amar Abitzrak, Anichlas, c'est juste au date Keva. Celui qui va rentrer, participer à un repas qui est fixe, Rolex, Tefiliav, Bachakach Nichlas. Tu dois d'abord enlever tes tefilin et ensuite entrer pour prendre le repas. Aujourd'hui, c'est pas une halakha qui est d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on ne reste qu'avec la tefila. On met les tefilin qu'à la tefila. À l'époque, ils mettaient toute la journée la tefila, les tefilin. Donc, le gars va manger maintenant. On craint qu'il va boire
il va prendre à boire des boissons alcoolisées et il risque de manquer de respect au téfilin. Il a parlé, les bêtises, les frivoltés, etc. On peut pas prendre de risques. Alors, quand tu rentres à manger, tu dois enlever tes téfilines. Et Rabbi Hiya, il dit, pas besoin de les enlever complètement avant de rentrer dans la salle comme tu penses toi, Rabbi Yitzhak. Simplement, tu arrives, tu t'assois, tu enlèves sur la table tes téfilines. Pas besoin dans le point d'enlever avant, etc. D'accord? Donc, les deux sont d'accord qu'on peut pas manger avec téfilines, sauf est-ce que je dois les enlever déjà bien avant. Ça veut dire que je peux pas rentrer dans la salle où il y a le contexte déjà de repas ou pas. Donc, on a vu une mahloket, il faut voir comment c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Très bien. Mais si quelqu'un va prendre un café ou boire un jus d'orange ou prendre un truc, ça serait pas sourd, d'accord? Il n'y a pas de frivolité. D'accord? Maintenant, au pliga, va à des maths. On m'a dit, jusqu'à quand tu ne peux pas avoir sur toi les téfilines? À quel moment du repas tu peux remettre tes téfilines sur toi? La Gemara de dire jusqu'à le moment de la Berkat Amazon. Dès que tu vas commencer Berkat Amazon, ça veut dire que tu as fini de manger. Donc, si tu as fini de manger, tu peux remettre tes téfilines. Tane Hada. Alors là, on va prendre un autre sujet encore. Vous allez voir que c'est des sujets d'actualité. Ça veut dire comment d'actualité? Vous allez voir. Et ça va toucher la synagogue Orachaim. Ça veut dire comment? Vous allez voir dans un instant. Quelle page on est, Rabbi? On est page 23, folio B, au milieu de la page. Milieu, vers, deuxième partie vers le bas, quoi. Tane Hada. Ça a été enseigné dans une Beraïta. Tzorer Adam. Alors, tefilav, immaotav, ba'afar kasuto. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Comment ça marche? À l'époque, les gens, ils avaient leurs habits. Ils avaient un style de ruban comme ça, vous savez. Un ruban qu'ils mettaient sur le chapeau ou un style de ruban. Vous avez dû voir des photos comme ça de gens, peut-être au Maroc, même à Bassali ou des gens comme ça, vous savez, un style de ruban. Ils mettaient un ruban comme ça s'appelle la farkasuto. Excusez-moi. Et, alors eux, vous savez, à l'époque, c'était plan. Ils n'avaient pas les commodités comme on a aujourd'hui, les poches, les choses comme il faut, tout. Alors ils faisaient autour de ils mettaient leur tefillin ici, faisaient un nœud et c'est comme ça qu'ils le portaient. Il y en avait d'autres qui en faisaient une bourse, ils mettaient leur argent, leur portefeuille, leur carte d'identité. Je sais pas ce qu'ils avaient à l'époque d'accord, mais ils mettaient et de l'autre côté. Donc ils avaient une balance comme ça, d'accord, c'est comme ça comme des poches, une petite bourse qui tenait sur leur châle. Alors, d'un côté, on voit qu'une personne, elle n'a pas le droit de mettre les téfilines, mettre les téfilines d'un côté et de l'argent de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que une braïta te dit tu peux le faire, une braïta te dit tu ne peux pas le faire. Et pourquoi tu peux pas le faire? On va le voir. Parce que ça veut dire que tu méprises d'une certaine manière les téfilines. Si aujourd'hui, ce châle est devenu ta pochette des téfilines, d'accord? Alors, de mettre de l'argent de l'autre côté, eh ben, c'est comme si tu utilises ce même châle pour des choses qui sont profanes. Donc, ça ne se fait pas. Donc, une Beraïta me dit oui, une Beraïta me dit non. On va essayer de comprendre et de voir est-ce qu'il y a une contradiction entre eux. La Gemara dit la kashia. Il n'y a pas de difficulté entre eux. Ce n'est pas une contradiction. On va expliquer. Ade azmene, ade lo azmene. La dernière Beraïta qui interdit d'envelopper d'argent avec les téfilines, elle s'applique dans un cas où quoi? Où j'ai réservé le foulard pour ranger les téfilines. Tandis que la première, elle parle d'un cas où je n'ai pas réservé le foulard pour les téfilines. Je vais expliquer dans un instant. Je lis la phrase, j'explique. La Mara Frisda. Sous toi téfilines, d'azmené, les metzarbe téfilines, tsarbe téfilines, assour. Les metzarbe pchité, azmené, vélo tsarbe vélo azmené, charé les metzarbe zouzé. Alors, je vais expliquer dans un instant ce que la Gemara dit. Il y a une idée. Lorsque je prends une pochette ou je prends un article qui va m'aider, d'accord, à entreposer mes objets de culte. Et ça va être une soudia qui va être répétée un peu dans quelques endroits dans le Talmud. Est-ce que l'idée de préparer une chose, de destiner une chose à une utilisation, ça la rend déjà kadosh, entre guillemets. Déjà que je ne peux pas l'utiliser. Prenons le cas concret. Si j'ai décidé que dans mon châle, maintenant, je veux mettre mes téfilines, c'est tout, c'est un châle pour les téfilines. Donc, c'est devenu un châle pour mettre des téfilines, pour entreposer des téfilines qui sont kadosh. Je peux pas utiliser, aujourd'hui, donc, ça s'appelle tashmish kedusha. C'est quelque chose qui est utilisé pour les téfilines. Je peux pas utiliser pour mettre mon argent, pour mettre autre chose. Première possibilité. Deuxième possibilité, ça peut être un article que je n'ai pas destiné.
un accessoire que je n'ai pas destiné. Par contre, je l'ai quand même utilisé. Imaginez-vous ce châle. Je l'ai pas destiné, je l'ai pas dit pour les téfilines. Mais je les ai mis, ces téfilines dedans. Est-ce que ça le rend automatiquement aujourd'hui, ce châle accessoire en téfiline, ad vitam aeternam, et c'est tout, et donc aujourd'hui, je peux plus mettre de l'argent de l'autre côté, ou pas? Et ça va être donc une répercussion à la RIC, par exemple. Vous avez une petite sacoche, une petite mallette. Vous mettez vos TEF dedans. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, cette mallette, elle est que pour les TEF? Ou je peux mettre mon laptop dedans, je peux mettre autre chose? Vous voyez? Ça dépend. Alors, on va essayer de comprendre. On va expliquer. Selon ce que nous dit Rav Frisda, nous enseigne quelque chose. Il nous explique que un article qui va être accessoire à un objet de culte de Kedusha, même si je l'ai destiné, tant que je ne l'ai pas utilisé, même si j'ai dessiné ce foulard pour mettre mes téfilines, cette pochette pour des téfilines, mais je l'ai pas mis encore des téfilines dedans, eh bien, ce n'est rien. Je peux utiliser pour de l'argent, mettre ton iPhone, mettre ce que tu veux dedans. Tant que je n'ai pas utilisé. Par contre, pour lui, si je l'ai dessiné et je l'ai utilisé, j'ai déjà mis mes téfilines, j'ai dessiné pour les téfilines et je les ai mis, c'est fini, je peux plus les utiliser pour autre chose qui est profane, utilisation profane. Donc pour lui, j'ai besoin de deux choses. Premier critère, destiné, donc je l'ai réservé pour, et aussi je les ai utilisés pour cette utilisation. Ça serait interdit de l'utiliser pour autre chose. Par contre, dans le cas où je l'ai utilisé, mais je l'avais pas destiné pour les téfilines. Comme par exemple ce foulard. C'est un foulard pour mettre plein de choses. Je n'ai pas dit que c'est pour les téfilines. Je l'ai mis occasionnellement, je n'avais pas où mettre, j'ai mis les téfilines. Alors quoi, pour toujours c'est les téfilines? Dans ce cas-ci, regardez, étant donné qu'il manque un critère, lequel? Celui que je n'ai pas destiné pour, je l'ai juste utilisé, eh ben, il n'est pas kadosh dans le sens où je n'ai pas plus le droit de rien mettre. Et là, je vais expliquer selon ça les deux braïtot. Une braïta me dit, je peux mettre de l'argent de l'autre côté. Et une braïta me dit, tu ne peux pas mettre. Réponse, c'est très simple. Selon Rav Frisda, c'est très simple. La braïta qui me dit, je ne peux pas mettre d'argent de l'autre côté, c'est parce que j'avais dessiné ce foulard pour les téfilines et j'ai les aidés et j'ai mis les téfilines dedans. L'autre braïta qui me dit, je peux mettre l'argent, c'est très simple. C'est ou dans le cas où je ne les avais pas destinés pour mettre les téfilines, ou dans le cas, j'ai mis les téfilines, mais je ne l'avais pas dessiné, ou j'ai dessiné, mais j'ai pas mis les téfilines. Dans ce cas-ci, je peux mettre l'argent parce que il n'a pas de valeur de kadosh, ce foulard. Question? Non, on avance. Si. Oui. Moi, j'ai une sacoche où à l'intérieur de la sacoche, j'ai une pochette pour mes téfilines, mais j'ai une pochette où il y a de l'argent aussi. C'est Naka. Oui. Hazak. Mais vous remarquerez que ça, c'est pochette de pochette. Vous avez la pochette de téfilines. Oui. Et ces pochettes, vous l'avez mis dans une autre sacoche pour avoir. Donc là, c'est pochette de pochette, c'est différent. Okay. Ça veut dire c'est tachmish, des tachmish, ça va être différent dans ce cas-ci, parce que c'est fait pour tout. On va le voir. Mais vous voyez que ce sont des questions à la RIC, qui sont traitées dans la Gemara. On va le voir dans quelques instants. Pourquoi je parle d'Orachaim? Parce que, vous savez, où on met les téfilines en Orachaim? On les met dans le tiroir qui est en dessous de notre chaise. C'est vrai ou pas? Pas nécessairement. Alors, où vous le mettez? Le téfilines ou le talit? Non, le talit. Le piège. Oui, le talit, mais les téfilines, vous les mettez. Non, moi, je les amène et je les ramène. Jamais ils restent à la synagogue. Je les laisse jamais nulle part. Ils sont toujours avec moi. D'accord, mais de manière générale, s'il y avait Minyan, il y a Minyan Kavoa, ceux qui viennent Kavoa au Minyan, ils prennent avec eux. Il y en a qui le mettent en dessous de la Teva. Non, vous avez raison. Il y a des téfilines qu'on met dans les tiroirs, oui. C'est ça, pour ceux qui viennent tous les jours. Oui. Ceux qui viennent tous les jours. Pourquoi les ramener chaque fois? Alors, on va le voir dans un instant, tous ces problèmes. Problème, en tout cas, l'Agma, elle va dire. La réponse à la question que tu viens de poser, c'est parce que tu sais jamais. Tu as dit, pourquoi les amener et les ramener? Ah, oui, tu as raison, ça, mais bon. Moi, c'est quelque chose qu'on m'avait appris pour ma bar mitzvah, et j'ai tenu toute ma vie. Bravo. Je ramène. Bravo, le Chazonish, on raconte du Chazonish. La même chose pour moi, parce qu'on ne sait jamais, des fois on peut se lever, et on peut manquer la prière, et on n'a pas de téfilines. Et puis s'il y a des téfilines dans le tiroir et que tu veux prendre quelque chose dans le tiroir, la synagogue est fermée. Fais autre ça. Et pour ça, je les amène et je les ramène. C'est une bonne idée. Moi, c'est vrai que je crois que le Hazonish ne quittait jamais, même s'il partait des fois pour 2 heures de Tel Aviv, de Bnei Brak à Tel Aviv ou quoi que ce soit, il prenait avec cette filine. Il disait, on sait jamais ce qui peut se passer.
Mais bon, moi, je parle de manière D'ailleurs, générale. d'ailleurs, ce que tu viens de dire, même en voyage d'affaires que je savais que c'était pour la journée, je les avais avec moi. Bravo. Eh bien, bravo. Chacun, eh ben, bravo. Voilà. Tu fais ça demain. Maintenant, je parle, moi, de manière, on n'est pas tous des tzadikim comme toi, Aaron, hein. Pas pour Ah, moi. Alors, moi, je les laisse à l'école, les tefilines, je les prends pas avec moi tous les jours. Parce que normalement, j'espère que l'école elle reste ouverte, tant que le goût nous reste tranquille. Maintenant, sur ce, c'est vrai que parfois, ça m'a causé, par exemple, je me rappelle, il y a eu il y a eu des tempêtes de neige. Alors, on the spot, on a eu pas le choix, on n'a pas eu le choix que à 6 heures du matin, on a eu on appelle ça Météo Canada qui nous ont dit qu'il fallait fermer. Donc, on a fermé, allez, va maintenant. Et je me rappelle que c'était une des premières années, je crois que c'était la première année où j'étais venu ici et pour donc à l'école et j'avais dit aux élèves de prendre notre filet, on ne sait jamais. Mais il y en a qui ont dit non, mais ça va et tout, ils ont laissé. J'avais 20 ou 30 paires de téfilines à l'école et j'avais la peur, hasbe shalom, qu'un enfant n'aimait pas ses téfilines ou qu'il n'y avait pas de son père ou qu'il y ait quelqu'un. Et je me rappelle que j'ai commencé à faire la tournée pour mettre les téfilines à chacun. Et Bono, combien j'ai glissé dans les escaliers parce qu'il y avait une tempête de glace. Depuis, je leur ai dit, vous prenez, je vous ai pas, vous l'amenez, vous vous débrouillez. Et en tout cas, mais c'est vrai que, en tout cas, Abaye n'est pas d'accord avec le président. Abaye, pour lui, il pense que si dès le moment où j'ai destiné, réservé un article, une pochette pour quelque chose, même si je n'ai pas mis cette chose dedans, Nigmar, elle a déjà son statut, j'allais dire, sacré. Et mais par contre, pour lui, si j'ai pas mis euh, de l'argent, excusez-moi, si j'ai mis les téfilines dedans, mais je l'avais pas réservé, c'est pas kadosh. C'est intéressant, hein. Regardez, Abaye, c'est exceptionnel. Pour lui, Abaye, si je l'ai dessiné, c'est kadosh, même si j'ai pas mis encore les téfilines dedans. Par contre, si j'ai mis les téfilines, j'ai pas dessiné, c'est pas kadosh. Vous imaginez? Vous savez, je veux le prendre un peu. Ça, c'est le côté très alarique. Laissez-moi faire une petite entorse, me permettre. Si vous voyez que ce que je dis, c'est stupide, vous m'arrêtez tout de suite, ok? Mais moi, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, c'est très beau là, hein, ce qu'on voit. Destiner ou se destiner à quelque chose, s'engager à quelque chose, même si je l'ai pas encore fait, eh ben ça t'ouvre les portes. Le bon Dieu t'ouvre les portes. Quand tu te dis comment je vais faire ça, je vais prendre sur moi cet engagement, de donner tzedaka ou de faire ou de faire ou de faire Shabbat comme il se doit ou de faire ce que tu veux. Tu te dis it's too much for me, too much. Ah combien? Manger cachère. Mais dès le moment où tu dis je vais le faire, il y a des portes qui s'ouvrent. Et dans beaucoup de choses, j'ai remarqué même dans la vie personnelle, dans la siata d'Ishmaïa. Après, il faut pas être fou aussi. Il faut, mais quand tu t'engages, tu t'en vas dans quelque chose, tu te dis, le bon Dieu va m'aider, tu fais ton maximum, eh ben, Hachem t'ouvre les portes. Et moi, je le dis, clairement, je me rappelle, Isaac, que bon Dieu la bénisse, quand j'avais acheté mon appartement, hein, c'était Madame Rubio, Juliette Rubio. Je ne sais pas si Rabbi Henri vous, alors que je la bénis, voilà, je la bénis, je la remercie. Parce que moi, je devais acheter un appartement. Hein. J'avais même pas pourquoi acheter ici dans une tour présidentielle. J'allais acheter un vendredi. Regarde, je vous raconte comme ça. Je garde pratique. Je devais acheter et j'ai dit, je vous dis, même pas 200 000 dollars et je savais même pas d'où les sortir. Je savais pas. J'ai dit, allez, c'était vendredi. Ma femme, elle n'avait pas beaucoup aimé. Je lui ai dit, écoute, chérie, c'est ce qu'on a. On va pas, bah, déjà que la banque, elle nous donne ça, on verra. Je devais signer vendredi. J'avais mal au ventre. Je sais pas pourquoi. Et Rêve Shabbat, j'étais pas bien. J'ai dit au gars, non, je veux pas signer. Non, je veux pas signer. Je veux encore, lundi, mardi, je vais laisse-moi réfléchir. Dimanche, madame Rubio, elle me dit, tu dois voir cet appartement. Et je lui dis, à quoi ça sert? Juliette, c'est pas dans mes prix. Tu dois le voir. C'est pour toi. À Kadosh. Et je t'apparte chez moi, je vois, et ma femme, coup de foudre, coup de cœur, enfin, coup de cœur plutôt, hein, coup de foudre avec moi, enfin, je crois. Euh, euh, et elle me dit oui. Mais elle me dit que si tu me le rénoves. Mais c'est même pas dans mes prix. 300 000 dollars. Et les rénovations, on va mettre 100 000. D'où? Eh bien, mettre Thierry, juste. Elle me dit, c'est tout. Si tu m'aimes, là, tu vas.
Je lui dis, je t'aime, mais qu'est-ce que tu veux? Et la pression entre deux madames et ma femme et Hachem, il ouvre les portes, Béhémet. Et bien que vous le sachiez, je suis passé à l'hypothèque, enfin, je fais la soumission et je suis pas passé. Hachem, je suis pas passé. C'était entre Rosh Hashanah et Kippour, j'attendais, je suis pas passé. Je dis, Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour moi, je passe pas, no problème. Je suis pas passé. Mais quand c'est ton mazal et quand tu te dis, je veux faire plaisir, Hachem t'ouvre les portes. Je n'étais pas passé. Ils m'ont dit, non, vous passez pas, vous n'avez pas assez de, pas de problème. Pas de problème. La banquière m'appelle, hein. Je vous dis, Bémet, vous pouvez l'appeler. Elle m'appelle, elle me dit, chef des lacs, je veux juste vous dire, je suis un peu désolé, mais voilà. Le truc de l'hypothèque du Québec, vous savez, lorsque tu mets au minimum, vous passez pas. Elle me dit ça. Non, j'ai de la déception, quoi. Tu n'as pas de la déception, tu te fais des films, elle me dit ça. Après, au même moment qu'elle me dit ça, elle me dit, attends. Une seconde, je vous rappelle. Je suis à l'école, je dis, OK, me rappelle, c'est pas grave, je continue. J'aime ce que tu décides. De toute façon, Rosh Hashanah qui pose, toi qui juge. J'ai pas de problème. Elle me rappelle une demi-heure plus tard. Elle me dit, tu passes. Je lui ai dit, moi, j'étudie la Gemara, j'ai besoin d'explications. C'est quoi la question? C'est quoi la réponse? J'ai rien compris à ce que tu m'as fait. Elle m'a dit, tu passais pas. Sauf que le monsieur que je travaille, mon agent que je travaille avec lui dans l'hypothèque du Québec, enfin, eh bien, il s'était trompé de numéro de dossier. Il s'était trompé de numéro de dossier. Et alors, je lui ai redemandé, parce que ça m'a fait tilt quand je t'ai parlé. Je lui ai redemandé, est-ce que c'est bien pour ce numéro? Il me dit, non, ça c'est pour un autre. Mais je lui ai dit, mais ça fait une semaine, je te demandais pour M. Abdelak, pas pour l'autre. Il dit, je suis désolé. Laisse-moi revoir. Et il voit. Il dit, mais il passe pas du tout. Il dit, quoi, pendant une semaine, tu m'as fait attendre? Tu m'as pas donné le bon dossier et maintenant tu me dis ça? Et je sais pas, entre agents, apparemment, ils se connaissent, ils ont déjà tissé des liens. S'il te plaît, fais-le moi passer. Il a dit, you know what, pour toi, je le fais passer à quelque chose de près et on est passé. À Kadosh Baruch Hu, et que ça soit dans Avodat Hashem, que ce soit que tu veux faire plaisir à quelqu'un, que ça soit dans tout, tu t'engages dans quelque chose, tu te décides, je veux le faire, et Hachem, il t'ouvre les portes. Mais lance-toi. Les gens, ils ont peur de se lancer, de s'engager, parce qu'ils disent, ça va être trop dur, ça a trop grand poids. Et vous connaissez l'histoire des Bnei Israël lorsqu'ils sont arrivés dans le désert. Ils sont sortant d'Égypte, ils ont bu de l'eau, elle était amère. Ils se sont plaints, Moïse, c'est quoi ça? On est venu pour mourir de soif. Le bon Dieu va dire à Moïse, prends un bois, c'était un bois d'olivier, et jette-le, ou Etz, il lui a pointé du doigt un Etz, c'est un bois, il lui dit, jette-le dans l'eau, ça va devenir matok, ça va devenir bon. J'ai écouté une explication magnifique. Vayorelu Etz. Il lui a montré un Etz. Etz, c'est Etza. Etza, c'est une idée, un conseil. Tu veux que ça soit matok? On sait très bien, le Midrash, c'est pas moi qui dis, le Midrash, il dit que l'eau qui est amère, c'est quoi? L'eau, c'est la Torah. La Torah, elle était amère pour les Israël à cette période. Et c'est pourquoi la Torah était amère, bien qu'ils l'ont pas reçue, mais l'idée de la Torah est amère. Parce que tant qu'ils se sont pas engagés, ils sont restés à l'extérieur, comme des touristes, comme des gens qui sont un peu, ils butinent un peu de Shabbat, un peu de Kashrut, un peu de Torah. Tant qu'ils sont pas dedans, alors c'est amer. Ça picote, c'est pas bon. Jette-toi dedans, tu verras comment ça va être matok, ça va être doux. Et vous savez, le plus beau machal, c'est la piscine. Vous savez, quand la piscine, elle fait, je sais pas moi, elle est un peu fraîche. Tu mets les pieds dedans, tu ressors. Ah, je gêne. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la personne, on le jette dans l'eau. Dès qu'il est dans l'eau, c'est fini. Ah, mais elle est bonne, l'eau. Elle est fraîche, elle est agréable. Ah, mais pourquoi? Dès que tu es rentré complètement dedans, dans l'engagement, tout est bien plus facile. Ça, c'est un yesod. Maintenant, j'avance à des halakhot très intéressantes qui sont toujours donc, on va le voir. Encore par rapport à les définis. La Gemara demande comme ça. Ba'emine, Rav Yosef Béré de Rav Nechunia mais Rav Yuda. Rav Yosef, le fils de Rav Nechunia, a demandé à Rav Yuda. Est-ce qu'un homme, à l'époque, je vous ai dit, les commodités n'étaient pas les mêmes qu'on a aujourd'hui. Il n'y a pas dans une maison, qu'est-ce qu'il y avait? Un lit, une table peut-être, mais qu'il y avait des tables de chevet, des armoires, des citres, alouettes. C'était très précaire, très simple. Une personne, parfois, la terre, il n'y avait pas de carrelage, c'était la terre battue, ils essayaient un peu de tasser de la terre, mettre un peu de foin, pour se faire une maison qui est assez agréable. Alors, la Gemara demande comme ça. Je parle en tout cas pour les gens populaires, d'accord, du peuple. L'homme, il a cette filine avec lui, maintenant il les enlève, il va faire dodo. Est-ce qu'il a le droit de les mettre sous
sa tête, sous sa tête, et dormir avec. La Gemara, elle dit comme ça. Je ne pose pas la question, est-ce qu'il peut les mettre sous ses pieds? Certainement pas. Ça veut dire, imagine-toi, il est dans son matelas, il veut les mettre dans un coin là-bas, vers ses pieds. Vous savez, tu mets là-bas des trucs. Certainement pas, c'est méprisant. Mettre tes pieds avec tes filines, c'est assourd. C'est un minag bisayon. C'est une façon indigne de traiter les filines. Et la question, elle est-ce que je peux le mettre sous la tête? Et c'est quoi ma question? Est-ce qu'il y a un problème de mépris? Est-ce qu'on a peur que je dors en plein milieu de la nuit et je les fais tomber ou? Réponse d'Agmara. Amarlé. Après Amar Shmuel. Ainsi nous a enseigné Shmuel. Moutar. C'est permis de mettre tes filines à cet endroit. Vers philo ishtoimo. Et même si ta femme est avec toi. Même si ta femme est au lit avec toi. Ok? Tu as le droit de les mettre au niveau de ta tête. Alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Tu les mets sous ton oreiller, bien sûr. D'accord? Tu les mets discrètement là-bas. Et même si tu partages ce lit avec ton épouse, et donc tu pourras avoir Relation. une relation, tu pourrais les faire. Mais il faut qu'ils soient dans un double emballage. 2 emballages, 2 pochettes. On va le voir pourquoi. Parce que normalement, dans la page 25, là on est 23, 25, on verra, une personne n'a pas le droit, s'il y a un séfer de Torah, ou il y a un livre de Torah, ou il y a des tefilines dans la chambre, j'ai pas le droit d'avoir une relation avec ma femme. Il faut que ça soit couvert avec 2 choses, tu sais pas où les mettre. Ou tu les mets à la salle à manger, à la cuisine, où tu veux. Mais tu peux pas les laisser, tu les mets dans un tiroir, ou avec une pochette et dans un tiroir, dans un emballage. D'accord? 2 choses. Parce que tu peux pas les laisser comme ça. Même quand je t'ai dit que tu dormais avec ta femme, il faut qu'il y ait 2 emballages. Sinon, tu peux, mais même si ta femme est avec toi, tu pourras le faire. Mais tu vas là, tout de suite, on va objecter par une braïta qui va déjouer, pas déjouer, qui va objecter plutôt ce que dit Shmuel que c'est permis. Regardez ce qu'il dit. Un homme n'a pas le droit de mettre cette tefilin sous l'endroit où il repose ses pieds. C'est honteux. Parce que c'est un bisayon de faire ça. Mais tu as le droit de les mettre vers ton coussin là-bas, vers ta tête. Mais si ton épouse était avec toi, ta femme était avec toi, c'est assourd de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu ne peux pas mettre au niveau de ta tête si ta femme est avec toi. Donc, clair et net contre l'avis de qui? De Shmuel. Shmuel, qui est un talmudiste, n'a pas le droit d'aller contre qui? Contre une braïta. Braïta, c'est Tana. Tana, quand je dis Tana, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Tarfon, c'est Bet Shammai, Bet Hillel. C'est l'époque des Mishnah. Braïta et Mishnah, c'est la même chose. Un talmudiste, c'est Shmuel, même s'il est géant en Torah, il ne peut pas aller contre une Beraïta. Lui, il dit, oui, même si ta femme est avec toi, tu peux le mettre sous ton coussin. Et là, clairement, c'est écrit que quoi? Tu peux pas le faire. Par contre, c'est écrit si tu avais un endroit près de la tête de ta tête, même si c'est proche, mais c'est en retrait, à de 3 points, 3 tfachim en hauteur ou plus bas, c'est permis de mettre là-bas des défilés. L'agma, elle va dire, tioufta, dit Shmuel, tioufta. Effectivement, en faisant ça, tu as réfuté Shmuel qui t'a permis de le faire, il est complètement réfuté. Et là, ça c'est incroyable, mais vrai. Habituellement, dans la Bible, non, excusez-moi, dans le Talmud, dès qu'on dit tioufta, des Shmuel tioufta, dès qu'on dit objection, j'allais dire objection, votre honneur, objection, ça veut dire que c'est fini. Ce qu'il a dit, on le tient plus du tout. Dès que c'est écrit juste objection chez Shmuel, objection à Baye, alors ça veut dire qu'il peut encore se reprendre pour enlever cette objection. Mais dès qu'il y a écrit objection, son nom et objection, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réponse à ça. Et quand même, la Gemara ici, elle va dire quelque chose d'exceptionnel. Incroyable. J'ai rarement vu ça. Amar Rava qui est talmudiste, décisionnaire à l'Arik, il va dire, Afalga, Betania, Tivta de Shmuel, même que la Beraïta, elle va contre l'avis de Shmuel, mais la Lacha, elle est comme lui, que j'aurai le droit de le faire. Et là, vous vous écarquez les yeux, vous vous dites, mais comment c'est possible que Shmuel, d'abord, premièrement, comment c'est possible qu'il aille contre une Beraïta? Ça va contre l'avis d'une Beraïta, donc il n'est pas au niveau de le faire. Il peut pas. Et deuxièmement, pour quelle raison la Lacha va être comme lui? Regardez cette magnifique idée, ce qu'on appelle une tsevara, cette logique, belle logique. Kol l'intouré ou tfé adif. C'est quoi le but de garder tes filines avec toi? C'est que, sur la tête. C'est qu'il n'y ait pas des rats, des souris, qu'il n'y ait pas des problèmes. D'accord? C'est pour garder en sécurité tes filines. Sinon, c'est quoi l'idée? Surtout à l'époque.
C'est de l'avoir avec toi, de garder en sécurité. Tu es dans une auberge, tu n'as pas où les mettre, tu as peur qu'il y ait des voleurs, tu as peur. Donc, l'idée, c'est de garder en sécurité tes filines. C'est ça pour ça que tu les mets sur eux. Mais en faisant ça, d'un côté, tu dors dessus, ça manque de kavod au téfilin. Dans la balance kavod ou sécurité des téfilines, qu'est-ce qui est plus important? Sécurité des téfilines. Alors oui, tu vas manquer de respect un petit peu, entre guillemets, pas manquer de respect, mais ça va pas être très, très respectueux. Mais vaut mieux que ça soit. Et comme on dit en français, je sais pas si vous avez entendu cette phrase, c'est devenu un slogan un peu à la mode, en tout cas chez les jeunes. On disait, trop de respect, tue le respect. Ça veut dire trop de, ah non, mais c'est pas respectueux, vaut mieux les mettre là-bas. Ouais, mais tu vas les faire grignoter par les rats, là. Tu vas les faire prendre par des voleurs. Tu vas te les faire prendre. C'est pas en sécurité. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir, c'est comme par exemple, je donne un exemple. Je donne un exemple. Tu as une personne qui marche dans la rue et une voiture qui fly, la personne ne la voit pas et toi tu viens, tu pousses cette personne. Tu l'as poussée mais d'une manière très violente. Et grâce à ça, elle a été sur le trottoir, tu l'as sauvé la vie. Est-ce qu'on pourra dire, cette personne va te reprocher, c'est gênant, tu m'as mis mal à l'aise, t'es mal à l'aise, t'es sauvé la vie. La sécurité en premier. Donc c'est ça l'idée. Alors, elle va dire, ok, tu m'as dit qu'on peut les mettre sous l'endroit où on repose la tête. Mais où exactement, quoi? Tu vas dormir dessus, vraiment? Tu vas te poser sur le téfilin même? Tu mets ton coussin dessus, vraiment? Et tu sens que tu appuies sur le téfilin? Elle va dire non. Elle explique, il faut que j'explique, elle dit, Amar Abirmiya, ben kar les kesset, chez l'Okeneged Rocho, entre le matelas et l'oreiller, mais pas directement sous ta tête. Le matelas, il est là, l'oreiller, il est dessus, tu mets le téfilin entre. L'oreiller, il a un peu d'espace. L'oreiller, il fait pas ça, d'accord? Il y a un peu d'espace. Donc, toi, tu mettras ta tête d'un côté et tu mettras l'autre côté pour les téfilines. Tu vas pas être vraiment sur les téfilines. L'agma va donner d'autres, l'agma va d'abord contester ça. Très clairement, c'est écrit que le gars, il peut mettre les téfilines dans une poche, sous l'endroit même où il repose sa tête. C'est-à-dire, sur la tête même, il pourra le mettre. Il a dit, non, tu n'as rien compris. Des mapikles, les morachas, des kova, les var. Je t'explique. Même quand tu as permis de te mettre sur la pochette des téfilines, c'est pas sur les téfilines et sur la pochette. La pochette est un peu plus grande, elle est large. Alors tu mets les téfilines d'un côté, même si tu te allonges sur la pochette même, ça va tant que tu n'es pas en train d'écraser le téfiline. Et la Gemara va raconter des histoires très intéressantes. Des anecdotes commencent à se passer. Comment? Parce que et là, déjà juste de cette histoire, de ces histoires que tu vois, de tous ces détails, tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'ils nous prennent la tête avec ces détails? C'est-à-dire que tu vois comment ils vivaient à l'époque. Il n'y avait pas tout ça. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a les téfilines? Tu viens, au pire, tac, tu les mets ici, shalom à l'Israël, tu les reprends quand tu as besoin. Ils n'avaient pas tout ça. La Gemara a dit, Barkaparat, Sayer, Léou, Bechilta, ou Mafik, les Morshéon, les Var. J'explique. Avant d'expliquer ça, je voulais quand même vous dire que on voit clairement de tous ces points qu'il y a un kavod à avoir au téfilin. Et la question que je demandais, est-ce que donc je peux m'asseoir sur en Chaim, je m'assois, et en dessous j'ai les téfilin. C'est pas un bisayon, ça? Le Mishnah Moura te dit que si j'ai pas un téphar, si j'ai pas 10 cm dans le tiroir, là, qui fait comme si c'est une autre propriété, comme si il a son air à elle, il y a un problème. C'est comme si tu écrases ta chose. C'est honteux. Alors, en Chaim, j'ai pas tellement ce problème. Parce que j'ai le. Si vous avez les deux couches, vous avez déjà la protection de la pochette, plus le tiroir et plus le coussin. Bonne question. Bonne question. Je ne sais pas. Apparemment, selon le Mishnah Moura, ce que j'ai lu hier soir, c'est que c'est pas suffisant parce que c'est un problème de mépris. C'est comme de mettre à tes pieds. Si tu mets deux couches, tu mets pas à tes pieds. C'est un bisayon. C'est un bisayon. À moins que tu n'aurais pas le choix. Après, c'est des contextes, je sais pas. Mais dans notre cas, on a de l'espace, on a 10 centimètres. On a un point dans le tiroir. Et il y a plus qu'un point. Il y en a là-bas qui mettent des trésors. Ok, donc chacun. Il y en a qui mettent les bonbons de Simchat Torah. Chacun avec son tiroir en tout cas. Il trouve les trésors juste avant Pessah, où il ouvre pour enlever tout le hametz et tout ce qu'il y a. Donc il dit quoi? J'avais tout ça là-bas. En tout cas. Il y a des tiroirs qui ont du scotch, des olives. Ah, mais Des du scotch? Non, du scotch. La boisson, le whisky. Ah, Hazak, dis-moi le. Ok, Nahila.
Moi, je suis dans le, ok. Je sais pas ma tête dans le, ok, sur ce, on avance. Alors, on termine. La Gemara, alors, deux histoires intéressantes. Et après, vous allez voir, si on a, bon, je vais terminer cette histoire. Bar Kapara, c'est hier Léo Bechilta. Bar Kapara, il avait un style de long drap. Son drap, il était long. C'est un style de rideau, la Gemara a dit, mais c'est pas, j'ai expliqué ça, un grand drap. Sur ce drap, qui descendait un peu, il a mis ses téfilines et il a fait un nœud. Donc, cette téfiline, de cette manière, elle se tenait. Ou ma fille les morchion, les va, il tirait la partie bombée vers l'extérieur pour pas les écraser. Rav Shisha Béré des Rav Eidi Manach Lou Ashar Fifa. Rav Shisha, le fils de Rav Eidi, posait téfiline sur un tabouret, ou Paris Soudra, il avait où, et il tendait un foulard sur eux. Donc, là, une petite table de chevet, tu mettais un foulard dessus. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a les téfilines, on a le petit boîtier en plastique. Vous n'avez pas tout ça, eux. Vous n'avez pas de boîtier en plastique, vous avez les tefs direct. Donc, nous, on a déjà un emballage avant. Eux, ils avaient rien, ils avaient téfilines direct, c'est tout ce qu'ils avaient. La Gemara raconte deux histoires que je veux qu'on lise. Non, celle-là d'abord. Amar Ravuna Bédéré des Rav Yosef. Ravuna, le fils de Rav Yosef, va dire. Zimna Hada, regardez, hein. C'est intéressant, hein. Zimna Hada va kamina kamé des Rava. Une fois, je suis venu devant Rava. Va à Marli. Et Rava m'a dit, Zil a été litfilin. Donc c'est qui dit ça? C'est Rava Mounouna, le fils de Rav Yosef. Il dit ça, j'étais devant Rava. Rava, souvenez-vous, c'est celui qui a tranché la halakha en faveur de Shemuel. Que quoi qu'une personne a le droit de garder de film dans son lit parce que c'est par sécurité, même si sa femme elle est avec lui. De retrait, tu mets, mais tu peux mettre dans ton lit sous le oreiller. Et là, une fois, Rava, il va dire à son élève, il lui a dit, s'il te plaît, va me chercher mes films dans ma chambre là-bas à la maison, va me les chercher. Donc, il est parti le chercher. Où est-ce qu'il les a trouvés? C'était Féline. Il les a trouvés entre le matelas et l'oreiller. Mais pas directement où il mettait sa tête. Pas où l'endroit où il voyait qu'il y avait le creux de la tête. Et Vayaba Yadan Adiyam Tvilava. Et j'avais compris, j'ai compris que pourquoi Rava les a mis là-bas, sous l'oreiller, pas dans un autre endroit? Pourquoi pas à côté? Pourquoi sous l'oreiller? Et j'ai compris que il était hier soir, c'était le mikvé de sa femme. C'est quoi le mikvé? Il est parti faire mikvé, et qu'hier soir, il a eu une acte conjugale avec son épouse. Et il m'envoie chercher des filines pour m'apprendre une chose. Quand je vous dis que ça, c'est la halakha, je l'applique aussi. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller le faire. Mais par pudeur, il n'est pas venu lui dire une halakha. Il a dit, va me chercher mes tefilines. Et le gars, il les a trouvés en dessous le coussin, il a compris tout de suite que s'il manque le coussin, parce qu'il était avec sa femme, et on a le droit de le faire. Regardez la finesse, et il faut l'être aussi un bon élève, hein, pour capter ce que le rabbi t'a envoyé faire. En tout cas, la prochaine halakha qu'on va étudier, je vous donne un preview quand même pour comprendre. On va parler un peu de la tsni'out. On sait que par exemple le schéma, tout ce qui est le nom d'Hachem, etc., on n'a pas le droit de le faire si on est tout nu. Et si on est tout nu, on peut pas faire le nom d'Hachem. Parce qu'ils appellent Vaya Mechanecha Kadosh, Velo Yirae Becha Ervadavar. C'est un passage qui te dit que tu peux pas avoir la nudité. Tu peux pas dire le nom de Dieu avec la nudité. Donc, tu peux pas avoir ton appareil génital au vu au-dessus de ta personne et faire le schéma ou faire. Par contre, Agmar avait posé une question. À l'époque, il dormait de manière très légère. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de pyjama ou de jogging qu'il dormait avec, ou il dormait très légèrement sur un drap, comme Bémet. C'était comme ça. Très. Et Agmar a dit donc si deux hommes dormaient comme ça, comment ils font le schéma? Déjà, comment une personne tout seule fait le schéma? Est-ce qu'ils peuvent se retourner, mais s'ils se retournent et leurs fesses se touchent, ce qui n'est pas un problème? Donc, on va toucher je vous ai dit, il y a des questions super intéressantes à l'Afrique. Quand on va arriver à la femme, si la femme, elle est chez elle à la maison, elle était toute nue, est-ce qu'elle peut faire la frachatrala avec la beraka? On va voir plein de choses. Est-ce que qu'est-ce qui est considéré une nudité chez une femme? Est-ce que sa poitrine? Est-ce que le bas? On va voir tout ça, Bezat Hashem, ce sont des lois halakha, tout ça c'est tranché dans le Shulchan Aruch. Est-ce que je peux faire le Kriyat Shema devant une femme qui a ses cheveux découverts? Est-ce que je peux faire le Kriyat Shema devant une femme qui a un décolleté? Est-ce que je peux faire le Kriyat Shema devant une femme qui est en mini-jupe? Tout ça c'est écrit dans les halakhot qu'on va les étudier plus tard, etc. Donc moi, à Rabotai, voilà, j'espère que je vous ai gardé en haleine jusqu'au prochain shiur. Bezrat Hashem, on va pouvoir étudier un petit peu tout ça, tous ces sujets, et peut-être ouvrir dans le Shulchan Aruch comment la halakha a été tranchée. Bon, Rimtiu, it was pleasure for me. Et on se retrouve si Dieu veut le Shabbat. Je rappelle, il va y avoir Shabbat et Tfilot, et à 5h45, un shiur que je vais donner, et à 18h30, Mincha, puis
Zachar et Tov Jogabi, il va faire, c'est sûr. Rabbin Malkel, est-ce que vous pouvez m'envoyer ce vidéo ou l'adresse de ce vidéo dont vous parliez pour les films vulgaires, là, s'il vous plaît? Merci. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Michela, pour les quoi? Vous m'avez dit pour la guerre, pour l'histoire de la guerre, là, des... les films de guerre. J'ai entendu les films vulgaires, j'ai pas compris. Ok, de guerre. Ok. Non, de guerre. Donc les films de guerre, par rapport aux 6 jours et Kippour. Mais je peux signer que vous les connaissez déjà tous. Vous avez tellement de contenu que vous m'avez envoyé. Je vais vous envoyer, vous allez voir. Elle est très belle. Je sais pas j'ai trouvé sur YouTube. Les bonnes choses à prendre. Vous allez découper. Et je vous invite, pour celui qui veut voir, c'est pas par rapport à Eretz Israël, mais c'est une interview que j'ai vue, un documentaire exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quelques minutes, une vingtaine de minutes. C'est comment ils ont arrêté, je l'ai revu à cause de Yom HaShoah, enfin, par rapport au Yom HaShoah, je veux dire. Klaus Barbie. Ah, Klaus Barbie. Comment ils l'ont attrapé, les Français, avec l'intervieweur. Quelle intelligence il a eu. Oh, une croquement exceptionnel. Comment il l'a piégé, parce qu'il était se réfugié en Bolivie. Ouais. Je vous invite donc à aller voir ça. Ah, bien, je vous envoie tout ça. Allez, Kol Touv et Kol Touv. Allez, bye bye.